Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Le prix des véhicules électriques usagés explose. Le plan de réduction des émissions établit une base pour une norme zéro émission. VinFast fabriquera des véhicules électriques en Caroline du Nord. Le circuit électrique fête ses 10 ans et l'AVEC recherche des candidats pour son conseil d'administration. GM relance la production des Bolt. La chronique innovée, on parle des batteries usagées, la réutilisation et leur recyclage. Et Laurent Gigon nous propose une nouvelle chronique Tesla. Et en grande entrevue, Guillaume André nous parle des problèmes des garages indépendants à s'approvisionner en pièces pour véhicules. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'est pas là pour servir les garages third party qu'on appelle, là, les garages de mécanique générale. Donc, ils nous voient un peu comme des compétiteurs. Tout ça et bien plus encore dans le 123e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines moins rocambolesque que le mien en fait, comme je vous avais dit la dernière fois. On est en pleine procédure de rénovation et le studio Silence on roule a été démantelé et là ce sont des enregistrements faits avec l'équipement temporaire dans un lieu temporaire, le temps que Silence on roule revienne dans le studio Bass. Ça devrait se faire quelque chose comme au mois de juillet, peut-être fin juin si tout va bien, mais plus raisonnablement, je vous dirais le mois de juillet. On travaille donc avec de l'équipement que j'oserais qualifier de fortune, donc de l'équipement temporaire. Ça ne sera pas le même son, c'est pas le même micro, pas la même acoustique, mais quand même, je pense qu'on va être capable de faire une émission qui a de l'allure et qui se tient. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous présenter, des chroniques fort intéressantes. Je vous rappelle qu'on a également la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, là, soit en préparation d'un épisode pour poser des questions à un invité ou encore nous poser une question générale, utilisez le question.silenceonroule.com. Ça vous permet de poser vocalement, d'enregistrer votre question qui nous est envoyée et elle sera, on pourra y répondre en ondes, donc on la fera jouer et on pourra y répondre. Aujourd'hui, j'ai une question qui nous a été posée par monsieur Pierre Brunet. Alors, on écoute tout de suite sa question. Bonjour, mon nom est Pierre Brunet. J'ai une question à propos des dépôts de 500 $ pour l'achat d'une future voiture électrique. J'ai découvert, comme bien d'autres Québécois, qu'il faut être patient avant de recevoir une nouvelle voiture électrique. Pour mettre mon nom sur la liste, j'ai versé 500 $ à titre de dépôt à un concessionnaire Hyundai pour une Ioniq 5 Ultimate. En ce faisant, selon le vendeur, j'augmente mes chances de recevoir le véhicule en janvier ou février 2023. Je n'ai pas signé de contrat d'achat, seulement un document attestant un dépôt de 500 $. Selon le vendeur, le dépôt est remboursable en tout temps si je change d'idée et que je ne désire plus acheter ce véhicule. Question: avez-vous entendu parler de clients qui n'ont pas pu se faire rembourser le dépôt de 500 $ parce qu'ils ne voulaient plus acheter le véhicule? Dernière question: s'il est vrai que je peux me faire rembourser le dépôt si je ne veux plus acheter la Ioniq 5, j'envisagerais de faire un autre dépôt de 500 $ pour la Kia EV6 qui, d'après ce que j'ai vu, lu et entendu, serait supérieure à plusieurs points de vue à la Ioniq 5. Merci pour vos commentaires. C'est moi qui vous remercie pour votre question, M. Brunet. Il y avait plusieurs volets, votre question. Tout d'abord, vous avez raison, hein, c'est long. Il faut mettre son nom sur une liste d'attente si on veut espérer avoir un véhicule dans un délai acceptable. Encore faut-il définir acceptable ici. Effectivement, on parle de plus d'1 an pour la quasi-majorité des véhicules, voire même 2 ans dans certains cas. Maintenant, est-ce que le concessionnaire peut garder votre compte si vous décidez que vous vous retirez de la liste? En fait, il faut savoir ce que vous faites. Est-ce que vous
vous donner un montant d'argent en garantie? Est-ce que c'est un acompte sur un contrat d'achat? Chaque cas peut être unique. Il faut bien s'assurer avec notre concessionnaire de ce qu'on est en train de faire lorsqu'on donne de l'argent là, au début pour réserver notre véhicule. Il faut savoir que la quasi-majorité, voire la quasi-totalité, je dirais, vont prendre un montant pour la réservation, 500 $, 1000 $, qui sera remboursable en tout temps si vous décidiez de vous retirer de cette liste d'attente-là. La raison est fort simple. De toute façon, le concessionnaire a tellement de demandes pour ces véhicules que si vous décidez de vous retirer, ben, il y a quelqu'un d'autre qui le prend puis le véhicule va partir tout aussi vite. Il n'y a aucune perte ou aucun problème pour le concessionnaire que vous vous retiriez, voire même la journée où le véhicule arrive et que le concessionnaire vous appelle pour vous dire votre véhicule est arrivé, vous pouvez vous retirer sans aucune pénalité pour la très grande majorité d'entre eux. Le conseil que je peux vous donner cependant, c'est de vous assurer de tout ça au moment de donner la compte en question, valider avec votre concessionnaire que vous pourrez vous retirer sans pénalité, le moment voulu. Il n'y a pas de règles vraiment prédéfinies. Chaque concessionnaire décide s'il veut ou non mettre une liste d'attente, avec quel montant, puis comment il la gère. Donc, ce n'est pas géré par les concessionnaires. C'est-à-dire que ce n'est pas géré par les manufacturiers, c'est géré par les concessionnaires eux-mêmes. Donc, à valider, c'est du cas pour cas. Pour ce qui est de faire le choix de la EV6 plutôt que la Ioniq 5, écoutez, je vous dirais que supérieur à plein de points de vue, ça reste à discuter. Moi, je pense que chacun de ces véhicules-là a ses forces et ses faiblesses. Ils sont construits sur la même plateforme, ont beaucoup de points en commun au niveau des fonctionnalités. Maintenant, au niveau de l'esthétisme, de l'espace, ben, c'est propre au goût de chacun. Donc, si vous aimez mieux la Ioniq 5, là, je ne vois aucun problème à ce que vous restiez sur la liste d'attente pour ce véhicule-là. Vous allez être très, très satisfait, je pense bien, là, l'un comme l'autre, soit la EV6 ou la Ioniq 5, ont de très bons commentaires au moment où on se parle. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, un épisode assez chargé. On va s'entretenir tout à l'heure avec Guillaume André qui va nous parler de certains problèmes d'approvisionnement de pièces lorsqu'il fait la réparation de véhicules, les Tesla en particulier. Donc, ça va être très intéressant. Mais d'ici là, je vous propose d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Le prix de l'essence est toujours une préoccupation majeure pour de nombreux Canadiens qui comptent sur un véhicule à essence traditionnel. Plusieurs ont déjà fait le choix de s'en aller vers le véhicule électrique, mais la vente des véhicules électriques usagés laisse présager beaucoup d'argent pour ceux qui décident des ventes. La demande et l'intérêt pour les véhicules électriques a explosé, notamment en raison du coût du carburant qui a beaucoup augmenté et l'invasion russe, évidemment, en Ukraine. La pénurie de micropuces joue également un rôle important. La valeur des véhicules électriques a tellement augmenté que vous pourriez probablement vendre une Tesla d'occasion et en acheter une toute neuve avec une remise importante ou potentiellement acheter quelque chose de plus récent que ce que vous avez déjà sans mettre la main dans votre poche. Le magazine Daily Hive s'est entretenu avec Olivier Vincent, PDG d'Autozen, un site web qui aide des propriétaires de véhicules à vendre leurs véhicules d'occasion. La demande des véhicules électriques est beaucoup plus élevée que l'offre actuellement, de sorte que la valeur des véhicules d'occasion a considérablement augmenté. Il confirme que certains propriétaires de voitures sont surpris du montant qu'ils peuvent obtenir sur le marché de l'occasion, ce qui leur permet d'acheter un véhicule neuf ou plus récent à plus bas prix que ce qu'ils vendent.
Ceux qui ont écouté notre épisode hors série de la semaine dernière le savent déjà, mais le premier ministre Wilkinson et le ministre Guilbeault ont annoncé la publication du plan de réduction des émissions. Ce plan ambitieux et réalisable décrit l'approche à adopter pour chaque secteur pour que le Canada puisse atteindre son nouvel objectif climatique de réduire les émissions de 40 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et pour qu'il soit en voie d'atteindre la carboneutralité, dis-je, d'ici 2050. S'appuyant sur les efforts de millions de Canadiens, des peuples autochtones, d'entreprises et de provinces, des territoires, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le plan de réduction des émissions de 2030 prévoit de nouveaux investissements de l'ordre de 9,1 milliards de dollars pour réduire la pollution. Il veut faciliter la transition des Canadiens vers les véhicules électriques en investissant 2,9 milliards de dollars dans l'infrastructure de recharge, fournir, dis-je, un soutien financier et rendre le tout plus abordable. Il est d'ailleurs prévu d'augmenter les subventions qui seront disponibles pour les véhicules moyens et véhicules lourds, ainsi que de permettre de changer les plafonds des véhicules subventionnables pour permettre à certains véhicules qui ne sont pas subventionnables de le devenir. Il y a également la mise en place d'une loi, ou plutôt de normes zéro émission, qui forcera les manufacturiers qui veulent vendre des véhicules en territoire canadien de rendre disponibles des véhicules à faible ou à zéro émission, sans quoi ils devront payer des pénalités. Donc, enfin, une nouvelle norme zéro émission au niveau du gouvernement fédéral. VinFast prévoit construire des véhicules électriques en Caroline du Nord à compter de 2024. Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé la semaine dernière la construction d'une usine de véhicules électriques en Caroline du Nord dans le but de démarrer la production en 2024. Rapporté pour la première fois par le journal local The News and Observer et confirmé par la suite par VinFast, l'usine sera située sur le méga-site Triangle Innovation Point dans le comté de Chatham, près de Raleigh, la capitale de l'État. Selon l'entreprise, cela devrait permettre la création de milliers d'emplois. Le circuit électrique, le réseau de bornes de recharge publique que tout le monde connaît bien, fête ses 10 ans comme leader de la mobilité durable au Québec. Le circuit électrique, le plus innovant réseau de recharge publique au Québec, a fêté ses 10 ans de mise en service de ses premières bornes de recharge. La création du circuit électrique en 2012 fut un progrès remarquable pour les électromobilistes désirant abandonner pour toujours l'essence. Ils peuvent compter sur un réseau de recharge fiable et robuste en pleine expansion, sans lequel l'expérience de rouler électrique serait un véritable casse-tête et réservé à quelques rebelles écolos. À l'origine, le circuit électrique comptait 4 partenaires fondateurs, soit les rôtisseries Saint-Hubert, Rona, Métro et l'Agence métropolitaine de transport, devenue Exo depuis, et ce sont près d'une centaine de bornes de recharge qui ont été déployées au cours de l'année du lancement, alors qu'il y avait environ 600 véhicules électriques seulement sur les routes. Aujourd'hui, le circuit électrique est un vaste réseau qui s'étend aux 4 coins du Québec et dans l'est de l'Ontario et qui compte plus de 3500 bornes de recharge, dont plus de 620 bornes rapides. Il dessert un peu plus de 130 000 véhicules électriques. Avec l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient le 7 mai prochain, l'AVEQ fera appel aux candidatures pour rejoindre le conseil d'administration. Venez rejoindre un conseil d'administration bien établi, mais qui a toujours besoin de sang neuf, d'énergie et d'expérience. Il y aura plusieurs postes à combler et les compétences recherchées chez les administrateurs qui pourront postuler sont de l'expérience en charge de projet ou en subvention gouvernementale, en communication, en marketing ou encore en administration d'un organisme à but non lucratif. Si des gens sont intéressés à envoyer leur CV ou encore une lettre d'intention, vous pouvez le faire en écrivant candidature au pluriel, donc candidature au pluriel, .avec@aveq.ca. Candidature au pluriel, .avec@aveq.ca. Très bonne nouvelle pour plusieurs personnes qui attendent. GM a finalement redémarré la production sur les lignes de la Bolt EV et EUV après avoir été hors production pendant une bonne partie de l'année en raison d'un problème avec les cellules de batterie LG. Tel que rapporté sur le Detroit News, le porte-parole de GM, Kevin Kelly, a déclaré que la production de la Bolt EV et EUV a repris comme prévu. Nous sommes ravis d'avoir la Bolt EV et EUV de retour sur le marché. En août dernier, GM avait rappelé toutes les Bolt en raison d'un problème de batterie qui avait provoqué des incendies. LG a été blâmé pour ce défaut qui lui a coûté 2 milliards de dollars américains. Ce qui a forcé GM à arrêter la production des Bolt EV et EUV en attendant les modifications des batteries. En septembre dernier, GM a annoncé que le problème avait été corrigé et que la production des batteries avait repris.
Mais on s'est affairé, surtout au début, de faire les réparations sur les Bolt déjà distribués un peu partout en Amérique. L'arrêt de production de véhicules a été annoncé à plusieurs occasions et GM a annoncé à plusieurs reprises le retour de la production des Bolt en les repoussant constamment. La dernière mise à jour remonte à février lorsque GM a annoncé qu'elle redémarrait la production et qu'en avril, c'était enfin pour repartir. Entre-temps, GM a eu du mal avec les véhicules électriques, bien qu'ils prétendent travailler à fond sur les véhicules électriques en promettant au moins 20 nouveaux modèles d'ici 2023. Ils n'ont réussi à vendre que 26 voitures au quatrième trimestre et 457 au premier trimestre. La compagnie a évidemment déçu au Salon de l'Auto de Los Angeles. Sachant que les voitures produites par GM, les voitures électriques, étaient très appréciées des consommateurs, fort à parier qu'avec la reprise de la production, l'engouement pour la marque va reprendre et GM, espérons-le, pourra reprendre le haut du pavé. Chronique Innover avec Philippe Calvé. Pour ma chronique aujourd'hui, je désire parler d'un sujet qui anime les passions, les batteries usagées. Comme la grande majorité des autres composantes de la voiture sont identiques, à l'exception du moteur électrique, s'attarder à ce que l'on fera de sa batterie une fois le reste inutilisable est un sujet chaud de l'actualité. Car oui, ce ne sont normalement pas la batterie et le moteur qui lâcheront complètement en premier sur un VE. Donc, combien de temps ça dure une batterie dans un VE? C'est maintenant plus un secret pour personne, les batteries perdent de la capacité avec le temps. Elles se dégradent plus ou moins rapidement. Les voitures de première génération telles que les Nissan Leaf 2011 ou 2012 ont eu mauvaise presse par le passé, mais les batteries récentes datant de 2013 et suivantes sont maintenant beaucoup plus stables, surtout dans les climats tempérés, comme au Québec, et ce, même en n'étant pas thermorégulées. Il ne faut pas oublier que les batteries n'aiment pas beaucoup la chaleur extrême. Par contre, l'hiver, la capacité diminue, mais ce n'est pas de la dégradation puisque la capacité revient avec le beau temps. Mais on peut quand même s'attendre typiquement à une dégradation moyenne de la batterie de l'ordre de 1,5 à 2,5 % par année, dépendamment de l'utilisation, de la température extérieure moyenne et du type de recharge. Même si on pense que la dégradation agit de manière plus ou moins linéaire, en règle générale, les batteries de VE déclinent de manière non linéaire et suivent plutôt une courbe en S. Donc une première baisse plus marquée dans les premières années, puis un long plateau où elle reste stable et se dégrade très peu, puis finalement une dernière baisse significative et rapide vers la fin de la durée de vie. Comme les batteries de VE sont généralement considérées désuètes pour le transport après avoir perdu environ 20 à 30 % de leur capacité, donc à peu près 10 à 15 ans d'utilisation, il reste tout de même jusqu'à 80 % de la capacité pouvant être utilisée à d'autres fins. C'est donc dans ce plateau dit stable qu'elles sont encore très intéressantes. Donc, pour les consommateurs qui hésitent encore à acheter un VE, même si l'utilisation sur quelques années est déjà rentable par rapport à l'essence, il s'avère qu'ils pourraient potentiellement vendre leur batterie usagée sur un marché de seconde vie. Donc, contrairement à une voiture thermique, ne vous débarrassez pas de votre VE, même tout rouillé pour un maigre 500 $. La batterie vaut sûrement plus que ça. OK, donc, qu'est-ce qu'on en fait de la batterie? Mais le marché naissant des batteries de seconde vie prend forme actuellement. Il se concentre principalement dans la reconversion des batteries lithium-ion en stockage statique. Visualisez ici les fameux Powerwall installés dans les maisons. Dans le monde de la production et de la distribution d'énergie, les systèmes statiques sont parfois couplés avec de la production solaire ou éolienne, permettant de stocker de l'énergie dans le jour et la restituer durant la nuit ou dans les périodes creuses. Ou encore, ils sont installés dans des endroits stratégiques pour stabiliser le réseau et soutenir la pointe de consommation. On pourrait penser à des quartiers entiers fonctionnant quelques heures sur un réseau de batteries résidentielles ou commerciales en cas de panne du réseau principal. Bon. Pour revenir à la conversion de VE à stockage statique, le bloc batterie est donc démonté en cellules, elles sont ensuite testées individuellement, triées, puis recombinées dans un produit où la densité énergétique est moins importante. En simple, il faudra un peu plus d'espace pour stocker la même quantité d'énergie, mais ce n'est pas tant un problème quand on n'est pas en mouvement. Même si la procédure nécessite des tests et des mises à niveau approfondies pour garantir que les cellules fonctionneront de manière fiable dans leur nouveau rôle, le coût de fabrication d'un système reconditionné devrait normalement être moindre qu'un fabriqué avec des batteries neuves. À garantie équivalente sur la capacité minimale et la durée de vie, c'est une solution gagnant-gagnant. En exemple,
le développeur de projets renouvelables RWE a récemment mis en service un système de stockage d'énergie stationnaire de 4,5 MWh en Allemagne, soit l'équivalent d'environ 50 blocs batteries de Audi e-tron mises hors service. Dans cette seconde vie, les batteries pourraient être utilisables jusqu'à 10 ans et leur faible coût est un avantage par rapport à l'utilisation d'appareils neufs, a déclaré RWE. Mais une fois la batterie complètement désuète, est-ce qu'il faut l'acheter? Même en fin de vie complète, après peut-être 20 ou 25 ans, les composantes des batteries lithium-ion ont encore de la valeur et peuvent être recyclées de manière très efficace, et ce, localement. C'est le cas de Lithium à Montréal, qui entame cette semaine une nouvelle étape dans la construction de la première usine commerciale québécoise vouée au recyclage de batteries lithium-ion. L'usine, qui devrait être fonctionnelle en 2023, donc très bientôt, traitera près de 7500 tonnes de batteries par an, soit l'équivalent d'environ 25 000 batteries de véhicules électriques ou hybrides. L'entreprise investira plus de 80 millions de dollars dans le projet. Leur procédé, en instance de brevet, basé sur l'hydrométallurgie, permet de recycler toutes les chimies de batterie au lithium-ion, depuis les LCO au NMC, LMO, NCA et même LFP, et de retourner aux manufacturiers jusqu'à 95% des composantes et produits de haute pureté pour la fabrication de nouvelles batteries. Le cycle est donc bouclé, avec très peu de pertes, et on est encore au tout début de la recherche. En conclusion, même s'il faut près de 40 000 km à la voiture électrique pour rattraper les impacts de sa fabrication sur les milieux naturels, en comparaison avec les voitures à essence, cette dernière n'aura jamais une composante permettant une revalorisation aussi intéressante. L'adoption accélérée de l'électromobilité dans les prochaines années permettra donc que la boucle vertueuse fonctionne à plus grande échelle car elle apportera un approvisionnement et une demande stable en cellules reconditionnées. Elle permettra aussi à de jeunes entreprises en démarrage de tirer leur épingle du jeu dans ce nouveau marché émergent. En effet, une analyse de la firme McKinsey a révélé que l'approvisionnement en batterie de seconde vie pourrait dépasser les 100 gigawattheures par an d'ici 2030, avec le potentiel de répondre à la moitié de la demande mondiale prévue de stockage d'énergie à grande échelle cette année-là. Avec le recyclage efficace qui s'organise, cette économie quasi-circulaire m'encourage sur la possibilité, un jour, de nous voir réduire au minimum l'extraction de nouvelles ressources tout en nous permettant de nous déplacer de manière toujours plus efficace et propre. J'espère donc aujourd'hui vous avoir rassuré sur le sort réservé à votre futur bazou électrique et au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine chronique InnoVE. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro-Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Guillaume André, qui est directeur général de véhicules électriques Simon Indré, ainsi que d'Ingenext. Bonjour Guillaume. Salut Martin. Écoute, aujourd'hui, je voulais te parler, c'est pas la première fois qu'on se parle, mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet particulier, en fait, et qui touche les entreprises comme la tienne, et évidemment, les gens vont le comprendre par ricochet, les consommateurs, qui est une problématique en lien avec l'approvisionnement que vous pouvez avoir pour les pièces chez particulièrement Tesla actuellement. Donc, j'aimerais que tu nous décrives un peu, Guillaume, la problématique que vous vivez actuellement. Oui, bien, c'est sûr que c'est marqué surtout par Tesla, mais c'est un problème quand même connu dans les véhicules électriques. C'est plus marqué dans les véhicules électriques en général.
Mais Tesla ont tellement une approche différente qu'ils n'ont pas un réseau de concessionnaires et ils n'ont pas non plus de centre de distribution de pièces que c'est vraiment très différent l'approvisionnement en pièces. Donc, là, avec l'avenue des nouveaux centres de services, puis tous les nouveaux véhicules qui s'en viennent hors garantie, ben ils veulent désengorger leur centre de services puis leur département de pièces qui ne sont pas faits pour répondre à la demande présentement, là. OK. Donc, dans le fond, on sait très bien là, que dans le cas de Tesla, puis on le personnalise sur Tesla, mais on comprend que ça peut être le cas avec d'autres également. Donc, l'entreprise a quelques points de vente. Donc, tout part de ces points de vente-là. Ils vendent les véhicules. Ils n'ont pas donc un large réseau de concessionnaires pour faire l'entretien sur place, de première part. Mais ensuite, ça veut dire que toutes les pièces qui ont besoin, donc qui est nécessaire pour faire une réparation, un changement sous garantie ou hors garantie, si un consommateur actuellement décide de faire ça ailleurs que chez Tesla, est-ce que le garage en question, que ce soit chez vous ou ailleurs, peut commander des pièces d'origine chez Tesla ou ne peut pas les commander? Bien, il y a, on va dire, quelques semaines, c'était le cas. Tous les garages, autant les particuliers que les garages pouvaient appeler dans un centre de service et commander eux-mêmes leurs pièces soit pour les clients ou pour les clients pour leurs véhicules eux-mêmes. Mais là, c'est plus le cas. Donc là, ils refusent carrément les garages, que ce soit un petit ou un gros garage. Puis ils disent, faites appeler votre client, c'est lui qui doit venir chercher ses pièces au centre de service lui-même. Donc là, ça cause bien des maux de tête. C'est très complexe dans ce cas-là. Nous, on est à Trois-Rivières, donc on est pris entre le centre de service de Québec et de Montréal. Et là, on s'était fait dire par Tesla, bien, bientôt, il y a un nouveau système qui s'en vient, que tu vas pouvoir commander toi-même tes pièces en ligne. Donc, c'est le cas. Ça a pris 9 mois. Le système de pièces EPC est arrivé de Tesla pour commander nous-mêmes nos pièces en ligne. Donc, il a fallu remplir un formulaire pour se faire préapprouver par Tesla, envoyer plein de photos, plein de documents, des assurances de la shop pour être préapprouvé et là, commander les pièces. Mais ce que ça fait, c'est que justement, c'est exactement le même prix que chez Tesla et la facture est gonflée, surtout par les frais de transport. OK, j'essaie juste de démêler puis de comprendre la logique derrière tout ça, là, Guillaume, puis je ne dois pas être tout seul à pas tout à fait comprendre. C'est-à-dire que pourquoi il accepte de vous vendre, mais il faut que le client, le particulier, le propriétaire de la voiture aille chercher les pièces lui-même. C'est quoi l'objectif? Tesla veut se décharger de la responsabilité d'expédier les pièces ou ils veulent s'assurer que c'est bel et bien un propriétaire d'une voiture Tesla qui va chercher la pièce? C'est quoi l'objectif qu'ils visent, eux, là-dedans? Là? C'est quoi leur but? Ben, c'est de prioriser vraiment le client. Le client peut aller chercher lui-même ses pièces. Puis ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'est pas là pour servir les garages third party qu'on appelle, là, les garages de mécanique générale. Donc, ils nous voient un peu comme des compétiteurs. Mais c'est ça. Donc, le client peut aller chercher lui-même ses pièces, mais ils ne veulent pas qu'aucun garage ait acheté des pièces. Donc, encore là, c'est dans l'idée tout le temps de désengorger leur centre de service. Parce que normalement, tu sais, un concessionnaire comme Chevrolet, par exemple, lui, un concessionnaire, il a un gros département de pièces qui tient beaucoup de pièces en stock. Il est soutenu par un gros centre de distribution qui est au Canada. Ouais. Et là, tout part de là. Tandis que Tesla, ça part toute la Californie. Puis là, ils ont des centres de services un peu partout. Puis leur département de pièces, c'est pas la priorité, là. Est-ce que ça a toujours été comme ça, Guillaume, ou c'est relativement nouveau? Est-ce que tu as déjà pu t'approvisionner, commander une pièce chez Tesla puis ils te la livrent? Bien, ils ont toujours eu le même système, donc l'usine en Californie et les centres de service. Donc, il n'y a pas d'autres intermédiaires. Mais oui, c'est nouveau parce qu'on a toujours pu s'approvisionner d'un centre de service. Mais là, le but, là, c'est vraiment de désengorger leur centre de service et leur département de pièces. Donc, je comprends le principe, mais ce qui fait pas l'affaire de tout le monde, des garagistes surtout, ben c'est d'avoir à passer par leur système et surtout de payer beaucoup plus cher que le particulier et de ne pas avoir le privilège d'aller chercher les pièces au centre de service. Okay. Donc, je comprends qu'avant, quand tu pouvais en commander, tu ne payais pas la pièce le même prix. Tu avais comme un prix, je ne sais pas, de revendeur ou quelque chose comme ça, ou c'est là le fait que ce soit le particulier qui va le chercher, c'est ça qui fait que ça coûte plus cher? C'est quoi qui fait que c'est plus cher?
Non, ben, il y a un seul prix chez Tesla, OK? Donc, c'est un bon exemple. Là. Je vais te donner sur un modèle 3, là, il y a un frunk en avant, tu sais, le bac en plastique. Ouais, là. ouais. Si cette pièce-là, exemple, qui est brisée, eh bien, tu peux aller, Martin, l'acheter toi-même chez Tesla. Ça va te coûter 65 $. S'ils ne l'ont pas en stock, là, ils vont le faire venir de la Californie et ils vont t'appeler quand ils vont arriver au centre de service, mettons, de Montréal. Tu vas pouvoir aller le chercher. Donc, moi, si je veux le commander en tant que garage, ben, ça me coûte aussi 65 $, mais ça me coûte 230 $ d'expédition pour le recevoir directement à mon atelier. Donc, ça te donne un peu une idée. Ça, c'est très parlant. Ton exemple est très, très, très parlant. Donc, le fait d'être obligé... Donc, tu as deux choix, en fait. Il faut que tu demandes au propriétaire de la voiture qui vient te voir, pourrais-tu aller me chercher... T'es de quel coin? OK, t'es de Montréal. Ben, peux-tu te faire commander la pièce chez Tesla Montréal, puis apporte-moi là? Ça, c'est une option. Donc là, tu n'as pas à payer le 200 $. Ouais. Sinon, ta commande, puis tu es obligé de dire à ton client, ben c'est 265 que ça coûte. Là. C'est plus 65. C'est 65 plus 200. Puis normalement, j'imagine que toi, tu es en business. Là. Quand tu achètes des pièces dans un centre de service puis que tu revends pas le même prix que tu l'as payé au centre de service, qui est tout à fait normal en passant. Donc là, c'est un peu weird. Tu as le client qui, s'il veut aller te dépanner, ben là, il se ramasse que c'est lui qui a la facture, puis comment tu fais pour y recharger après? C'est un peu étrange comme façon de fonctionner, non? Ça, exactement. Ben oui, avant, on a toujours fait ça. Il y a un seul prix chez Tesla. Donc, le particulier et le garagiste paient exactement le même prix. Donc, avant, on achetait vraiment des pièces en lot. Donc, on achetait des commandes de 10 000 $ de pièces, des pièces de suspension, de carrosserie, tout ça. On allait les chercher nous-mêmes au centre de service. Et là, on chargeait environ entre 15 et 20 % de profit de plus aux clients. Il faut se garder un profit sur les pièces parce que on n'a pas le choix de, selon l'OPC, la protection du consommateur, on n'a pas le choix aussi de garantir la main-d'œuvre sur ces pièces-là. Donc, c'est normal de prendre un certain profit. Mais là, ça vient juste indécent, le profit qu'il faut prendre sur les pièces en incluant le transport. Là, on vient de justement, comment on pourrait dire, quasiment frauder le client là, avec le prix du transport. Puis en bout de piste, c'est ça, c'est le client qui est perdant au travers de tout ça. Il y a toujours, puis tu sais, tu parlais tantôt d'un objectif de désengorger. Les centres de services sont aussi engorgés souvent au niveau de la réparation puis de l'entretien. Hein. On sait qu'ils ont un système de Rangers, ils n'ont pas nécessairement énormément de place non plus pour le nombre de véhicules qui sont sur les routes, j'entends. Là. Donc, ultimement, vous leur rendez service en faisant certaines réparations, certains entretiens avec lesquels ils ne sont pas obligés de dealer puis peuvent peut-être plus se concentrer sur des problèmes plus, je te dirais, plus costauds niveau technologie Tesla. Du moins, moi, c'est comme ça que je le verrais. Est-ce que actuellement c'est le seul, la seule compagnie avec qui vous vivez ce problème-là ou il y a d'autres vendeurs de véhicules électriques qui utilisent la même approche? Non, bien, toutes les autres compagnies, on n'a pas cette problématique-là, que ce soit chez Hyundai, chez Chevrolet, c'est tout, on peut tout ouvrir un compte et avoir un prix garage, puis avoir au moins un minimum de 20 % d'escompte et aller chercher nos pièces directement là, sans avoir à assumer justement la facture du transport. Donc là, c'est intéressant, je veux dire, pour le client et pour nous, de revendre ces pièces-là, mais là, on se pose sérieusement des questions à dire aux clients. Est-ce qu'on va avoir besoin de dire aux clients, malheureusement, on ne vend plus de pièces Tesla, il faut vous-même, vous allez chercher vos pièces. Et le taux horaire, malheureusement, va être plus dispendieux pour les Tesla parce que, il faut assumer, on n'a pas le choix de garantir l'installation de cette pièce-là. Donc, on n'a pas le choix de charger plus cher. Puis, ce que tu vis là dans votre garage, tu n'es pas le seul à vivre ça. Il y a quand même d'autres garages qui font de l'entretien, de la réparation de véhicules. Là, on parle de Tesla particulièrement. C'est pas encourageant pour ce qui s'en vient, dans le sens où le volume de véhicules va de plus en plus augmenter, la dépendance. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est peut-être que mon interprétation n'est pas bonne, mais la dépendance de Tesla dans un réseau de garages tiers va devenir de plus en plus grande. Je pense qu'il va falloir, ça va prendre de l'aide un peu, sinon, au final, ça n'aidera pas. Là. Le client qui va voir la facture, comme l'exemple que tu donnais, j'imagine que le transport, c'est pas toujours le ratio n'est pas toujours le même, mais là, tu parles de 3 fois plus cher de transport que du prix de la pièce. C'est quand même, ça va rendre ça prohibitif au maximum. Ça, c'est dans les pires
cas. Donc là, j'ai donné des grosses pièces qui sont pas dispendieuses, mais qui coûtent cher en transport. C'est sûr que les petites pièces, c'est quand même relativement correct là, comme prix de transport, même si ça part des États-Unis. Et là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les frais de douane qui vont aussi s'ajouter à ça, qui sont vraiment pas négligeables, là. Donc, non, on n'est pas les seuls dans cette situation-là. J'ai été contacté aussi par d'autres garages qu'eux autres m'ont manifesté aussi leur inquiétude, puis nous ont demandé aussi comment on allait fonctionner pour un peu avoir le même discours, parce que les clients, pas plus tard qu'il y a 1 mois, on s'est carrément fait traiter de voleur par un client parce qu'on prenait du profit sur les pièces, là. C'est pas ça qu'on veut, avoir une réputation. C'est juste qu'il faut juste pas faut pas être bénévole. Justement, il faut garder quand même un certain profit sur les pièces, qui est tout à fait normal. Oui, ben c'est une belle problématique avec laquelle vous êtes prise, Guillaume. Je trouve ça vraiment malheureux. Puis, tu sais, en bout de piste, on l'a dit tantôt, c'est le consommateur qui défraie la note de tout ça. Est-ce que vous entrevoyez une suite? Est-ce qu'il y a des choses qui se trament, ou vous regardez ça aller puis vous n'avez pas le choix de, comme on dit, go with the flow? Hein? Oui, finalement, comme j'ai fait une vidéo récemment, la version 2, donc je tiens les gens au courant, les propriétaires surtout de ce qui se passe. Le système, je pense qu'il faut dénoncer un peu ça. Il faut que Tesla change leur approche, change leur façon de faire. C'est sûr que je pense qu'ils n'auront pas le choix d'y aller avec un centre de distribution au Canada pour l'approvisionnement des pièces. Pour répondre à la demande, parce que là, c'est beau, les véhicules, la majorité des véhicules là, sur les routes, les Tesla sur les routes du Québec sont encore garantis. Mais quand ce ne sera plus le cas, faut trouver une alternative. Donc, il y a aussi l'après-marché qui s'organise, des pièces aftermarket, comme on dit, là, donc des pièces qui sont non Tesla. Ça, c'est intéressant aussi là, comme pièce, comme alternative, mais ils ne sont pas capables de tout fournir. Le beau côté de tout ça, Guillaume, c'est que je vous suis un peu, puis je me rends compte que souvent, vous avez des interventions, des réparations, des solutions qui sont beaucoup moins coûteuses chez vous qu'ailleurs. Donc, ça permet ce que sauve le client, au moins sur l'intervention que vous faites sur le véhicule, peut aider à compenser là, le surplus pour commander les pièces d'origine quand vous le faites chez Tesla. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as offert. Puis si jamais il y a des développements ou des nouveautés, tiens-nous au courant. Merci beaucoup, Martin. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve bière et saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve, 1001 rue Patrick Farrar à Chambly. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
Le modèle Y a été le véhicule électrique le plus vendu en 2021 aux États-Unis avec 172 700 unités, suivi du modèle 3 avec 128 600 unités vendues. En troisième position, le Ford Mustang Mach-E, 27 140 modèles vendus. Et ça, c'est un rapport qui est sorti dans Car and Driver. Une source proche de Tesla a déclaré que le constructeur automobile avait vu une augmentation de 100% de ses commandes en une semaine dans les régions du pays particulièrement touchées par les prix de l'essence. On parle des États-Unis. Et ça, c'était relayé par le magazine Electrek. Certains d'entre vous sont préoccupés par la dégradation de la batterie en fin de vie utile. Eh bien, saviez-vous qu'il est possible de remplacer sa batterie d'origine par une batterie équivalente ou plus grande en capacité? C'est le cas de cette personne qui habite en Pologne et qui a décidé de transformer sa modèle S60 de 2013 en modèle S100 en installant un pack de batterie de 100 kWh. Alors, selon cette source, la différence de poids est seulement de 100 kg, ce qui ne semble pas affecter le bon fonctionnement du véhicule. On parle de la suspension, du châssis, de freinage, de la sécurité. Alors, le gain en autonomie est évident, mais aussi la vitesse de recharge au superchargeur qui semble être équivalente à celle d'une modèle S100D d'origine. Alors que Tesla ne supporte pas l'installation d'un bloc de 100 kWh, il est tout de même possible d'opter pour un bloc de 90 kWh. Afin de respecter les recommandations du constructeur. Semble-t-il que les MS100D d'origine ont une multitude de modifications pour accueillir le poids supplémentaire, incluant la suspension renforcée, le déploiement des coussins gonflables qui ont été décalés et même les sièges qui comportent des caractéristiques différentes. Le 22 mars, Tesla a officiellement ouvert la Gigafactory de Berlin. Et ça, c'est une grande nouvelle puisque c'était attendu depuis plusieurs mois. La Gigafactory était déjà prête depuis le mois de novembre l'année dernière. Elle avait été retardée pour des questions de paperasse administrative, d'autorisation de permis. Aujourd'hui, elle est ouverte et elle mesure, tenez-vous bien, 3 km². Alors, pour vous faire un rapport, la Gigafactory du Nevada, c'est 0,18 km² et celle de Fremont, c'est 0,5. Donc, additionner les deux Gigafactory du Nevada, celle de Fremont, c'est même pas, c'est 0,68 km². La Giga Berlin, c'est 3 km². Shanghai, c'est 0,85 km² de superficie. Donc, si vous additionnez la Gigafactory du Nevada, celle de Fremont, celle de Shanghai en ce moment, c'est moins que la Gigafactory de Berlin à elle toute seule. Et c'est pas fini. La Giga Texas va ouvrir officiellement ses portes bientôt. Accrochez-vous bien. 8,5 km² de superficie. Je vous laisse imaginer la capacité de production que ces immenses usines vont pouvoir offrir à Tesla. Alors, Giga Berlin produira une voiture toutes les 45 secondes, ce qui est un avantage par rapport aux lignes de production rapides qui prennent habituellement entre 70 et 90 secondes pour produire un véhicule. Ce qui donne à Tesla un avantage de presque 100% sur le temps, le matériel, les ressources et les coûts. Elon Musk a donné une entrevue au magazine Business Insider le 26 mars. Dans cet article, on lui pose la question sur la compétition et voilà ce qu'il a à dire. Si quelqu'un vient et fabrique une meilleure voiture électrique que Tesla et qu'elle est tellement meilleure que la nôtre que nous ne pouvons plus vendre nos voitures et alors nous allons faire faillite, je pense toujours que c'est une bonne chose pour le monde. Le déploiement généralisé du FSD Beta au Canada a eu lieu. Seule la ville de Toronto est exclue du programme car semble-t-il que le programme, le logiciel, gère mal en fait les infrastructures de Toronto. Donc c'est a priori le seul endroit en fait qui n'est pas dans lequel il n'est pas permis d'utiliser le FSD Beta, mais dans le reste du Canada, à partir de maintenant, si vous êtes éligible, vous pouvez utiliser le programme FSD Beta. Tesla a annoncé la fragmentation de son action ou le terme split en anglais. Alors, ça signifie par exemple que si une action coûte aujourd'hui $1000 et que c'est fragmenté en 10, à ce moment-là, vous allez avoir 10 actions à $100, ce qui ne change absolument rien pour ceux qui possèdent déjà des actions, mais ce qui permettra aux nouveaux acheteurs d'aller acheter des actions pour moins cher, une fraction du prix qu'actuellement, puisque l'action se situe en ce moment à un peu plus de $1000. Le magazine Bloomberg rapporte que Tesla a signé un accord non divulgué avec la société minière brésilienne Vale SA pour la fourniture de nickel aux constructeurs de voitures électriques. Le prix du nickel, qui est essentiel à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, avait augmenté régulièrement avant même le début du conflit en Ukraine. Le prix des autres métaux utilisés dans les voitures, notamment l'aluminium, le palladium et le lithium, ont également grimpé récemment.
Au premier trimestre 2022, Tesla a déclaré avoir livré plus de 310 000 véhicules de janvier donc à mars, contre 185 000 voitures au cours de la même période en 2021. C'est donc une augmentation de près de 70% qui contraste avec les autres grands constructeurs automobiles comme General Motors et Toyota qui ont signalé de fortes baisses de leurs ventes. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur le groupe Facebook Tout Tesla ou sur le compte Twitter Tout Tesla. À bientôt. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. En cette période d'impôt, on reçoit, lorsqu'on a acheté un véhicule électrique ou une borne, un document du gouvernement qui semble être un document qu'on doit placer sur nos rapports d'impôt pour déclarer la subvention qu'on a eue à l'obtention de la voiture ou de la borne. Alors là, la question qui est souvent posée, doit-on déclarer cette subvention et est-ce que le fait d'avoir une subvention pour ma voiture va affecter ma déclaration de revenus et potentiellement mon retour d'impôt? Eh bien, la réponse est non pour les particuliers. En fait, la subvention pour voiture électrique est non imposable pour les particuliers. Cependant, le document est envoyé automatiquement par le gouvernement parce que vous pourriez avoir une entreprise ou être un travailleur autonome et déclarer à ce moment-là la subvention sur votre rapport d'impôt d'entreprise. Donc, c'est déclarable pour une entreprise, mais non déclarable pour un particulier. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Kiosque virtuel avec, c'est mardi le 12 avril à 19h. L'inscription doit se faire sur le site web de l'AVEC. Le 20 avril à 19h, conférence à voiture électrique, un survol électrisant. Je donnerai cette conférence à la bibliothèque Annie Saint-Arnaud de Latuc. Toujours le 20 avril à 19h, une conférence en mode virtuel, la voiture électrique est pour vous, par Simon-Pierre Rioux, pour le compte de la bibliothèque Dollars des Ormeaux. Le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est au Stade olympique le 22, 23 et 24 avril prochain. Il y aura un autre kiosque virtuel avec panel d'électromobilistes le jeudi 5 mai à 19h, puis le samedi 7 mai à 9h le matin, l'Assemblée générale annuelle pour l'élection des administrateurs de l'Association des véhicules électriques du Québec. Finalement, du 13 au 15 mai 2022, c'est le Salon du véhicule électrique de Québec. C'est au Centre des foires Expo Cité.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire Guillaume André, Philippe Calvé et Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos collaborateurs et chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin et thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitre Teintée, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Éco, Cubex Équipement, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.